Bienvenue dans ce nouvel épisode of the Mat et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui m'a énormément été demandé, qui m'est demandé d'ailleurs depuis, je pense, le début, je ne sais pas. En tout cas, c'est une question qui revient souvent, en tout cas un sujet qui revient souvent et que je n'aborde pas du tout. Le sujet de l'alimentation, le sujet de la nutrition. Je l'aborde pas du tout. Pourquoi ? Pour deux raisons. Première raison, parce que, et ça me paraît être une évidence, et ça sera aussi le disclaimer de cet épisode, c'est que je ne suis pas nutritionniste, je n'ai aucune expertise ni connaissance approfondie dans le sujet, je me suis pas informée plus que cela, on va dire, c'est-à-dire que j'ai des connaissances qui restent, je pense, très superficielles en termes de nutrition et en termes d'alimentation. Je me suis instruite sur tout ce qui va être Ayurveda, tout ce qui va être nutrition, on va dire, basique pour un sportif. Et c'est des choses que je vais aborder un petit peu dans cet épisode à la hauteur de ce que je sais. Mais je n'ai pas l'expertise, je n'ai pas les compétences pour pouvoir donner des conseils, encore moins pour pouvoir donner des conseils au travers d'un écran. Parce que, et encore une fois, c'est quelque chose que je vais un petit peu développer dans cet épisode, chaque corps est différent, chaque besoin est différent, chaque parcours de vie est différent. Et en ce sens, c'est très difficile, je pense, de pouvoir donner des conseils qui soient justes et surtout qui vont être reçus de la juste des manières parce que on ne sait pas qui consomme notre contenu, on ne sait pas le background de cette personne, on ne connaît pas les triggers non plus de cette personne-là. Et j'ai pas envie sur les réseaux sociaux en particulier, j'ai pas envie d'apporter ce type de contenu-là. J'ai pas envie que mes contenus soient entre guillemets politiques, c'est-à-dire qu'ils fassent débat. J'ai envie que ce que je partage soit à la fois inspirant et aspirationnel et j'ai envie que ça vous fasse du bien. Et c'est vrai que l'alimentation, c'est un sujet qui peut vite tourner un petit peu au débat et surtout qui peut engendrer peut-être des choses dont moi-même en tant que créatrice de contenu sur lesquelles j'ai pas le contrôle et voilà, je me catégorise pas non plus dans la section coach ou traîneur ou voilà, quel qu'il soit. Donc j'estime que j'ai pas les compétences. Par contre, je peux quand même vous parler de ce sujet-là à la hauteur de ce que moi j'ai vécu, de mon point de vue aussi là-dessus et de ce qui fonctionne pour moi et comment justement peut-être ce parcours-là et ce que j'ai appris sur moi-même et ce que j'ai appris via l'Ayurveda notamment et aussi le yoga peut-être aussi vous donner des clés et des outils pour avoir une relation peut-être plus saine, non seulement avec votre alimentation mais aussi avec votre corps, parce que je pense que c'est deux choses qui sont liées. Ce qu'on met dans notre corps, la manière dont on va l'absorber dans notre corps va nous faire nous sentir d'une certaine manière et en cela ça va aussi avoir un impact sur la manière dont on va se percevoir aussi bien de manière subtile que au travers d'un miroir vraiment physique. Donc c'est vraiment mon objectif avec cet épisode. Et deuxième raison pour laquelle aussi je n'en ai jamais vraiment parlé sur les réseaux, c'est parce que j'utilisais pas trop le podcast de cette manière-là avant. Je me vois pas trop faire des what I eat sur Instagram. Je pense que c'est pas vraiment le type de contenu que je partage. Alors évidemment, il y a plein de manières de délivrer ce type de contenu-là. Après, et en tout cas, c'est le cas pour le moment, mais ça peut évoluer. C'est pas vraiment le type de contenu que j'ai envie d'offrir sur les réseaux. Encore une fois, ça peut changer. Mais en tout cas, les What I Eat tels qu'ils sont à l'heure actuelle de manière assez classique sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout le type de contenu dans lequel je me retrouve. Et je pense que pour celles qui me suivent depuis un certain temps sur Instagram notamment, mais aussi sur YouTube, je pense que ça arriverait peut-être comme un cheveu sur la soupe, je ne sais pas. Mais bref, voilà, pour le moment ça n'a pas été un contenu ou en tout cas une manière d'aborder les choses qui me semblait être juste en utilisant Instagram ou YouTube. Et je me suis dit, finalement, en fait, le podcast, ça peut vraiment être la plateforme parfaite pour en parler parce que ça nous laisse du temps pour échanger, ça nous laisse du temps pour discuter et pour approfondir sur le sujet. Vous le savez, que ce soit ici ou en présentiel, à quel point j'adore discuter avec vous. Donc n'hésitez pas aussi, quand vous avez écouté les épisodes, à me faire vos retours sous les épisodes, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify, même sur iTunes. Je vous lis, je vous réponds et ça me permet aussi de savoir de quelle manière vous recevez tout ça. Tout n'a pas besoin d'être noir ou blanc, ça peut être aussi hyper
hyper relatif et je suis toujours ouverte au débat et aux différents échanges en fonction des expériences et j'espère, je pense, que j'aurai des retours en dessous de cet épisode parce que, encore une fois, et c'est une réalité, on a tous et toutes un parcours qui va être différent avec l'alimentation, avec des choses qui ont fonctionné, des choses qui ont moins fonctionné, voire pas fonctionné du tout. Et le fait de pouvoir tout simplement partager ton expérience et ton vécu qui peut-être va être complètement différent du mien, va permettre à quelqu'un d'autre qui va lire ton commentaire d'être inspiré peut-être un petit peu plus par ce que toi tu vas partager que ce que par moi je vais partager. Donc vraiment, n'hésitez pas, ne soyez pas timide à l'idée de partager ou ne pensez pas que ce que vous avez vécu ou ce que vous ressentez n'a pas de valeur ou a moins de valeur que ce que moi je partage. Au contraire, c'est vraiment un cercle d'échange, c'est vraiment une plateforme dans laquelle on peut discuter. D'autant plus qu'on est, je vous le dis, majoritairement des femmes, pour pas dire à 100% des femmes. J'ai évidemment quelques hommes qui me suivent sur les réseaux, mais globalement sur le podcast, vous êtes quasiment, je dirais, à 99,9% des femmes. Donc c'est vraiment une safe place et sentez-vous libre de partager votre vécu, de partager votre opinion avec autant de bienveillance et de douceur que possible. Pour vous parler un petit peu, moi, de mon historique vis-à-vis de l'alimentation, parce que je pense que c'est bien de commencer par là. Donc moi, je suis une ancienne gymnaste. J'ai eu une adolescence vraiment très simple et classique. J'ai pas manqué de quoi que ce soit dans mon adolescence. Mon alimentation, elle a toujours été hyper variée. Je mangeais de la viande, je mangeais du poisson, je mangeais des fast-foods, je mangeais du gluten, je mangeais du sucre. Bref, je mangeais vraiment comme une enfant / adolescente classique et j'ai grandi vraiment avec cette alimentation-là. Cependant, et depuis vraiment bébé, j'ai toujours eu des problèmes avec la digestion et ça, je pense que c'est quelque chose dont j'en ai un petit peu parlé à l'époque et quand j'aborde le sujet de l'alimentation, c'est vraiment là-dessus que je me concentre. C'est tout cet aspect, vous savez, problème digestif, hypersensibilité, des intestins, SII, donc le syndrome des intestins irritables, tout ce qui est voilà côlon irritable, etc. Les sensations de se sentir toujours ballonné, d'être plus ou moins coincé ou au contraire tout l'inverse. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément lutté pendant toute ma vie. Je le dis depuis que je suis bébé. Même en tant que bébé, ma maman devait s'occuper de me donner des médicaments, des choses comme ça pour me permettre d'avoir une digestion qui était plus fluide. Mais on va dire que pendant les 20 premières années de ma vie, j'étais plutôt du côté bloqué de la chose. Et donc pour passer sur le côté un petit peu professionnel, parce que finalement c'est très lié et vous allez comprendre pourquoi notre système physique et émotionnel et mental, enfin toutes ces couches-là qui nous forment en tant qu'être sont toutes très liées. Et dans mon travail, j'étais quelqu'un qui était très stressé, donc ça n'aidait absolument pas à ma digestion. Et une fois que j'ai quitté mon travail, j'ai fait une rupture conventionnelle, donc j'ai été, on va dire, un peu au chômage. Et donc j'ai eu la possibilité d'avoir toute une année à moi dans laquelle j'ai pu me dédier à la connaissance de moi-même et surtout à faire moins et à me concentrer sur ma pratique du yoga, une pratique que j'avais pas du tout quand j'étais employée. Donc j'ai commencé le yoga par de l'anusara et ensuite je suis vite passée sur de l'ashtanga. Et pendant ce temps-là, qui a été un temps finalement qui était très introspectif dans ma vie, et je me rappelle parce que j'ai vraiment les images qui me viennent quand je suis en train de vous raconter cet épisode de ma vie. J'étais dans mon appart du 17e à Paris. Je passais 98% de mon temps seule parce que clairement, toute ma vie avant en tant qu'employée, c'était hyper sociable, que ce soit au travail, dans le quotidien, dans les missions que j'avais, j'étais toujours avec des gens, mais aussi ensuite socialement après le travail parce que je retrouvais mes copines et on sortait, on allait prendre des verres, on allait au restaurant, etc. Donc j'avais vraiment une vie qui était hyper sociable. Sauf que, en fait, vous voyez, dans ce moment-là de notre vie, surtout quand on n'a pas la connaissance / conscience, qui est une autre manière de vivre, on vit un petit peu dans cette surconsommation sociale. J'ai envie de dire, c'est pas un problème, c'est vraiment ce qui nous fait du bien à une période de notre vie. Mais je me rends compte que mon âme, elle est arrivée dans cette vie avec déjà une petite avancée à la fois spirituelle et conscience de soi.
Et je suis quelqu'un de très hypersensible, de très sensible et de très connecté à moi. Et je suis quelqu'un aussi de très introverti, c'est-à-dire introverti ne veut pas dire timide, ne veut pas dire associable. Introverti, ça veut dire qu'on a besoin de plus de temps seul pour pouvoir se recharger, pour pouvoir se sentir pleinement connecté à soi, pleinement centré. Et moi, dès que je suis trop avec des gens pendant une trop longue période de temps, en fait, je suis tellement dans le don versus la réception que je donne tellement de mon énergie qu'en fait, je me déconnecte complètement de moi et je sais plus trop, on va dire, ce dont j'ai vraiment besoin et ce dont j'ai vraiment envie, parce que je suis vraiment tournée vers l'autre et tous mes efforts sont à me dire ok, je veux m'assurer que cette personne elle se sente bien, je veux qu'on fasse ce que la personne elle a envie qu'on fasse. Et on peut parler de people pleasing si on veut parler de people pleasing, peu importe, mais c'est juste ma manière de fonctionner. Donc je sais que quand je suis avec l'autre, je suis plus dans holding space pour cette personne, être dans l'écoute, et que je suis pas quelqu'un qui a besoin qu'on hold space pour moi. Au contraire, je suis quelqu'un qui a besoin de hold space pour elle-même. Je ne sais absolument pas comment traduire holding space en français, mais clairement, je suis quelqu'un qui a besoin de d'être seule pour me reconnecter à moi-même. J'utilise beaucoup le journaling, beaucoup la méditation et le mouvement comme forme de méditation pour me permettre de me reconnecter à mes sensations, pour me dire ok, je fais le point, comment je me sens aujourd'hui, de quoi est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que je vais faire. Vous savez, c'est les 3 questions que je vous partage à chaque fois, que je me pose chaque jour pour me sentir bien. Comment je me sens, comment j'ai envie de me sentir et qu'est-ce que je vais faire pour me sentir comme ça. Et c'est vrai que je vais avoir des phases où je vais être plus ou moins sociable et des phases ça peut être des jours de la semaine, comme ça peut être des mois, comme ça peut être des années, et des phases où je vais passer plus de temps seule parce que je vais en avoir besoin. Et c'est d'ailleurs dans ces moments seuls, les filles, que je me plonge dans la création des programmes, dans la création des séries, où j'ai des idées pour faire des posts sur Insta par exemple, créer des classes sur YouTube, etc. Parce que c'est vraiment dans ces moments-là où en fait où je suis hyper connectée à moi et je suis hyper connectée au côté hyper créatif de moi-même. Donc pendant toute cette période en fait où j'étais employée, j'étais vraiment dans cette surconsommation et le fait de surconsommer pardon socialement après le travail me permettait d'avoir un équilibre et c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin parce que j'avais un peu cette forme de culpabilité de me dire en fait tu passes 70 heures de ta semaine à travailler et t'es tellement fatiguée que t'as même pas le temps d'avoir du temps avec tes amis. Donc en fait c'est pas que je me forçais, mais en tout cas je me poussais, je me motivais à aller passer 1 heure, 2 heures avec mes amis. Donc au final mes journées étaient tellement longue. Je sais pas, elle devait commencer à 7 heures du matin au travail, elle devait se terminer peut-être à 23 heures avec mes copines, rentrer, dîner si j'avais pas dîné et aller me coucher et je répétais ça. Donc en fait, dans ce système-là, il y a quelque chose de très automatique qui se fait parce qu'on est un petit peu en mode survie, mais on s'en rend pas forcément compte. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais tellement pas le temps de ralentir et j'avais pas non plus conscience de tout ce qui était pratique spirituelle comme le yoga, comme la respiration, etc., que je ne savais même pas que ralentir pouvait me donner des informations. J'étais dans ce système de la société qui est il faut faire le plus. Les week-ends, il faut aller aux expos, il faut aller tester les nouvelles adresses de brunch, il faut faire toutes ces choses-là. Donc en fait, j'étais vraiment pas dans la connaissance de moi et vraiment, c'est pas quelque chose que je me reproche ou quelque chose que je regrette. Je pense que ça fait aussi partie d'une saison de ma vie, ça fait aussi partie d'une époque de vie. Je pense qu'aujourd'hui, on a vachement plus d'informations et tout ce qui va être spiritualité, yoga, c'est des pratiques qui sont vachement plus démocratisées et tant mieux. En tout cas, c'est ce que j'ai la sensation. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, à l'époque, j'en avais 25, donc c'était aussi des époques qui sont un petit peu différentes. Mais bref, une fois que j'ai eu quitté mon travail, finalement, je me suis plongée dans le yoga parce que j'avais eu ce besoin d'avoir une activité qui me faisait du bien et clairement, j'avoue que il n'y a pas une raison particulière pour laquelle j'ai choisi le yoga. Je sais juste que je pense comme tout le monde, le yoga c'est quelque chose qui avait une connotation hyper bien-être, hyper relaxant, hyper le fait de ralentir, etc. Et quand on fait un burn-out, clairement, la seule chose dont on a envie, c'est de quelque chose, vous savez, de très sophrologique, de quelque chose de très doux, avec des petits papillons, des petits oiseaux, respirer, ne rien faire. Bon, c'était un petit peu comme ça que je voyais le yoga. Et finalement, même si le yoga sur le tapis, c'est pas exactement ce que c'est, eh ben, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. D'ailleurs, j'aime bien ces petits reels, souvent qu'on voit passer sur Insta ou sur TikTok, où en fait, il y a la personne qui est vraiment en action et qui est en nage total, en train de faire sa pratique d'Ashtanga, en disant voilà ce que c'est vraiment le yoga physique, mais derrière, il y a un audio hyper
voire le silence d'ailleurs, mais hyper doux. Voilà ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi quand je suis en train de pratiquer comme ça. Et je trouve que c'est vraiment la force du yoga versus un workout, c'est que il y a vraiment cette capacité à être dans l'action pure et dans la production pure sur le tapis et avoir cette conscience qu'à l'intérieur de soi, il est en train de se passer quelque chose d'hyper plus profond, d'hyper plus subtil et d'hyper plus conscient. Et c'est là que je fais la différence justement entre un workout et un work-in qui est le yoga, où pour le coup, quand tu es dans le workout, tu es vraiment dans ce besoin de te dépenser, peut-être d'atteindre un objectif physique, versus quand tu pratiques ton yoga, tu es quand même un petit peu plus dans cette démarche de bouger ton corps mais avec une vraie pleine conscience. Et donc quand j'ai commencé le yoga, j'étais vraiment dans cette dynamique-là et plus je pratiquais le yoga, plus je m'intéressais à ce qu'il y avait derrière le yoga, à savoir tout ce qui était philosophie du yoga. J'ai jamais lu l'entièreté des Yoga Sutras de Patanjali, l'entièreté de la Bhagavad Gita. Je me suis inspirée de sutras, de passages de ces livres qui sont vraiment deux bibles du yoga. D'ailleurs, si tu n'as pas connaissance de ces livres, va y jeter un œil parce que c'est vraiment des piliers, on va dire, de la philosophie du yoga. Et j'avais lu aussi, par contre, dans l'entièreté, je crois que c'était 700 pages, de l'autobiographie d'un yogi, de Yogananda, que j'encourage aussi à lire. Alors lisez-le comme une petite bible que vous allez placer sur votre table de chevet. Lisez une centaine de pages par une centaine de pages, ou peut-être une cinquantaine de pages. Bref, vraiment, ça peut vous prendre un an à lire, peu importe, on s'en fiche parce que la vie, elle est très très longue. Et je le conçois vraiment comme un livre qu'on va avoir sur sa table de chevet et qui va nous accompagner pendant toute notre vie. Et finalement, c'est de l'autobiographie d'un yogi. Et il nous partage vraiment tout son parcours dans le yoga et je trouve que c'est hyper inspirant. Et à partir justement de ce plongeon un petit peu que j'ai fait dans la philosophie du yoga avec mon premier teacher training, etc., j'ai appris à connaître un petit peu plus des notions vis-à-vis déjà donc de tout ce qui était yama, niyamas dans les 8 limbes du yoga, de l'ashtanga. Je me suis aussi un petit peu instruite sur tout ce qui était ayurveda, etc. Et ça m'a permis aussi de mieux comprendre quel était l'impact de mon alimentation et quel était aussi l'impact de la nourriture autre que l'alimentation qu'on met dans notre assiette, de notre vie et en particulier c'est notre digestion. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais un peu moins concentrée sur ce qui se passait au niveau de ma digestion et de mon estomac, mais le fait de m'intéresser justement à tout ce qui était Ayurveda m'a fait m'y replonger. Je suis quelqu'un qui a testé beaucoup tout ce qui était prébiotique, probiotique. En fait, j'ai suivi beaucoup les conseils qu'on me donnait autour de moi. Et avec le recul, je me rends compte qu'en fait, ces personnes-là, et elles ne voulaient absolument pas à mal, et c'est d'ailleurs encore des conseils qu'on entend sur les réseaux, parce qu'il y a énormément d'infos sur les réseaux, et je vais y revenir, mais ces personnes ne pensent pas à mal, c'est juste que il faut se dire que la personne à qui on s'adresse n'a pas forcément le même niveau de connaissance que soi. Et moi, à l'époque, quand on me donnait des conseils, j'avais zéro connaissance, que ce soit en nutrition, en macronutrition aussi, parce que c'est important de pas penser que calories, penser aussi macro en fonction de nos objectifs. Par exemple, si tu as des objectifs physiques, en fait, c'est important que tu penses protéines versus fibres versus carbs versus sucre, etc. Et comment utiliser justement ces aliments pour servir au mieux tes objectifs, mais aussi ton bien-être. Et ça, je pense que clairement, il y a qu'un accompagnement en temps réel et hyper personnalisé qui peut vraiment t'aider à atteindre tes objectifs, à moins que tu te formes, évidemment. Moi, personnellement, je me suis pas formée. Et j'ai pas pour vocation, en tout cas, pour le moment, à me former sur ces sujets-là. Et je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas ces matières-là et qu'elles soient pas intégrées à présent dans notre société moderne parce que j'entends qu'à l'époque, je vous le dis, hein, je pense on a une chance énorme, on est des privilégiés de vivre dans une époque où en fait on est vraiment centré sur le développement personnel et sur le bien-être, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui était au cœur de nos mots, on va dire à l'époque. À l'époque, on était sur des besoins, remplir des besoins qui étaient beaucoup plus primaires. Là, tous ces sujets que j'aborde là, ça fait vraiment partie des sujets qui sont des préoccupations de gens privilégiés. Il faut vraiment se rendre compte que quand on parle d'adaptogènes, quand on parle de macronutriments, quand on parle d'objectifs physiques, on est vraiment sur des besoins secondaires, si c'est pour pas dire tertiaires. Donc déjà, je pense que de pouvoir de se dire que ça c'est notre problématique, c'est vraiment
C'est vraiment, ouais, c'est vraiment une problématique de privilégier, donc ça, c'est important de le noter. J'ai commencé à devenir végétalienne slash végane. Donc je donne un petit peu la différence entre le végétalisme et le véganisme, en tout cas comme moi je l'ai appris. Le végétalisme, c'est vraiment quelque chose qui va être à 100% axé sur l'alimentation. Ça veut dire que 100% de votre alimentation, uniquement votre alimentation, va être végétale. Aucun produit animaux ne sont intégrés dans votre assiette, que ce soit de la viande, du poisson, des œufs, comme tous les produits dérivés, que ce soit le fromage, que ce soit le lait, que ce soit, je ne sais pas ce qui peut d'autre me venir en tête, mais voilà, tout ce qui va être produit dérivé d'un animal, mais qui soit pas l'animal en lui-même. Donc tout ça sort de l'assiette et on tombe ensuite dans le véganisme lorsque tout le lifestyle, donc tout le style de vie de la personne n'intègre plus d'éléments qui sont propres à un animal, donc ne pas porter de laine, de soie, tout ce qui va être cosmétique également, produits non testés sur les animaux, etc., etc. Quand on a une alimentation végétale, on s'autorise, on va dire encore, à utiliser des cosmétiques qui peuvent être testés sur les animaux. On peut s'autoriser aussi à porter de la laine, à porter de la soie, à porter du cuir, etc. Donc c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. On va dire qu'on est vegan. Quand on est vegan, on est aussi végétalien, mais quand on est végétalien, on n'est pas forcément vegan. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai toujours appliqué. Donc je suis devenue végétalienne à un moment de ma vie où ma digestion était plutôt du côté bloqué de la chose. C'est-à-dire, de manière très simple, je manquais énormément de fibres dans mon alimentation et peut-être aussi d'eau, d'hydratation. Donc naturellement, quand je suis devenue végane, donc moi je suis devenue végane pour le coup, j'ai commencé effectivement par le végétalisme, mais je suis vite passée dans le véganisme par éthique et ça c'est quelque chose, je vais y venir juste après, mais c'est quelque chose auquel je tiens encore énormément, toute cette partie éthique et valeurs. Mais pour l'aspect, on va dire, végétaliste, c'est quelque chose que j'ai plus de mal ou de capacité slash possibilité à appliquer encore dans mon quotidien et je vais expliquer juste après. Donc quand je suis devenue végétalienne slash végane pendant 7 ans. Et à l'heure actuelle, donc j'enregistre cet épisode, ça fait, je pense que ça va faire peut-être 5 ans que je ne suis plus végane. Donc je suis devenue végane. J'étais très engagée, j'étais aussi très activiste à l'époque, donc j'étais encore à Paris, donc j'étais vraiment engagée dans plein d'associations et j'avais du temps aussi et ça c'était beau parce que j'avais du temps pour mes pratiques du yoga comme j'avais du temps pour m'instruire sur ces sujets-là et du temps aussi pour m'engager de manière complètement gracieuse vers des associations et pouvoir partager ce message-là sur les réseaux sociaux. À l'époque, je partageais pas trop yoga pour être très transparente. J'ai quelques brides de choses que je filmais de ma pratique du yoga, mais c'était vraiment pas le cœur de ce que je partageais. J'étais vraiment dans la photo, j'étais vraiment dans le lifestyle, je partageais un petit peu ma vie, ce que je faisais au quotidien, mais ça n'avait rien de trop sérieux et je partageais aussi toutes ces actions que je menais au sein de la communauté, on va dire, végane à Paris. Et d'un point de vue un peu plus personnel, le végétalisme m'a énormément aidée. Pourquoi? Parce que tout ce qui est alimentation végétale, c'est une alimentation qui est très riche en fibres et qui est aussi très riche en sucre et donc aussi très riche en soja. Donc je mets l'accent sur ces 3 points-là parce que c'est 3 points qui sont importants, moi, dans mon parcours-là, mais pour d'autres, peut-être pas. Premier point pour moi, c'est les fibres. Donc les fibres m'ont énormément aidée à passer de l'autre côté, c'est-à-dire déjà, dans un premier temps, à rééquilibrer ma flore intestinale puisque j'en manquais cruellement. De même que je manquais d'eau. Donc dans les fibres, on retrouve aussi beaucoup d'eau. Et c'est quelque chose qui m'a permis de retrouver une digestion normale. Et ça, j'avoue que ça a été une révélation. Et à ce moment-là de ma vie, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est ça, en fait, pour moi, ce qui fonctionne. Pour mon système à moi, ce qui fonctionne, c'est le végétalisme. J'avais pas la sensation de me restreindre non plus parce que la viande, depuis toute petite, c'est pas du tout quelque chose qui gustativement, même en termes de texture, me plaît. J'avoue que c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours dégoûtée, qui me dégoûte toujours à l'heure actuelle. Le poisson, ça a jamais été ma passion. Je pense que c'est pas la passion de beaucoup d'enfants globalement, à part le poisson pané. On va pas se le cacher. Et le soja, c'est pas quelque chose que j'ai intégré
petite, donc c'est quelque chose que j'ai découvert en tant que végane. Et c'est vrai, quand on commence à s'intéresser vraiment à l'alimentation végétale, on se rend compte qu'il existe une très très grande multitude d'alternatives aux protéines animales, avec tout ce qui est tempeh, avec tout ce qui est soja, et après tout ce qui est produit en fait industrialisé, avec plein de variations, des steaks végétaux, etc. Sauf que tous ces produits, ça reste des produits qui sont ce qu'on appelle de la processed food, donc des produits qui sont transformés. Donc au début, c'est très fun et c'est très sympa, et le corps s'adapte aussi très bien. Sauf qu'à force, pour moi, en fait, ça m'a causé beaucoup de problèmes de ballonnement et de digestion. Donc ce qui s'est passé après 7 ans d'alimentation végétale, c'est que tout ce qui a été fibres et surcharge de fibres dans mon système digestif a causé des irritations, et donc le fait que ma flore intestinale déjà était abîmée, je n'avais plus du tout une digestion qui était équilibrée. Donc j'étais passée finalement de l'autre côté. Le sucre n'aidant pas, en tout cas de mon côté, je me suis rendu compte que j'étais très 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 intolérante au fructose et au glucose. Donc tout ce qui était fruits finalement, et en particulier les fruits très riches en fructose, notamment la banane que je consommais à outrance, en particulier quand tu vis à Bali et que il y a des smoothie bowls un petit peu à tout va. C'était vraiment ma passion. Donc clairement aujourd'hui, quand je regarde un lunch, parce que c'était vraiment mes déjeuners, j'adorais manger en fait des smoothie bowls qui sont très 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 riches en sucre, pour pas vous dire que c'est des bombes de sucre, parce que la base déjà c'est des fruits qui sont broyés, donc déjà on vient casser tous les nutriments des fruits, qui sont mélangés à des bananes. Donc généralement vous avez 4 bananes dans un bol de smoothie bowl, ce qui est énorme. Déjà une demi-banane, c'est largement suffisant pour apporter un taux de sucre, pour vous booster pour votre activité physique. Donc autant vous dire que 4 bananes, si par exemple derrière vous avez rien envie de faire, on va dire que vous avez une très bonne proportion de sucre dans votre sang, donc un pic d'insuline. Et par-dessus ça, en fait, vous avez tous vos toppings, notamment du granola. Donc le granola, c'est fait à partir d'avoine, sucre, céréales, sucre. Ensuite, on rajoute évidemment quelques graines, donc ça va être du bon gras. Et on va enrober ça de sucre. Donc du miel, quoi d'autre, des sirops, du sucre, etc. Du sucre. Voilà. Donc quand vous mangez un smoothie bowl, clairement, vous mangez une bombe de sucre. Ce n'est pas un mal, dès lors que tout ça est intégré dans une alimentation équilibrée. Je le dis, c'est un deuxième disclaimer, il n'y a aucun aliment qui est mauvais. La seule chose qui est mauvaise, on va dire, entre guillemets, qui est mauvaise, c'est de surconsommer la même chose pendant une très longue durée de temps, et restreindre du coup certains aliments de notre alimentation, et notamment pour le coup dans le cadre d'une alimentation 100% végétale, où on va complètement supprimer les protéines animales qui ont plein de bénéfices sur le corps. Je ne rentre absolument pas dans ce sujet-là dans cet épisode, parce que je l'ai dit en tout début d'épisode, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas du tout les notions. Je vous parle un petit peu plus de mon ressenti, de ce que moi j'ai vécu et de mon parcours vis-à-vis de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas pour moi. Donc à ce moment-là, en fait, et c'est là que j'ai eu atteint un pic au bout de 7 ans de végétalisme, j'ai été un peu obligée de faire une genre de détox où pendant 3-4 jours, j'ai mangé entre guillemets liquide, et c'était pas des liquides, justement des jus de fruits. Moi, j'ai eu besoin de manger, de boire plutôt tout ce qui était bone broth, donc des bouillons d'eau, de boire des jus de légumes, etc. Je me rappelle plus, de la molasse aussi. Enfin bref, vraiment des choses qui vont me permettre d'apporter tous mes nutriments en termes de fer et calcium, etc. pendant ces 3-4 jours, tout en permettant de mettre mon système digestif au repos. J'étais accompagnée à ce moment-là, donc je ne vous conseille absolument pas de faire une détox seule chez vous, ou de suivre des choses que vous allez voir sur les réseaux sociaux. C'est complètement, excusez-moi, je vais le dire, mais c'est complètement stupide. Faites-vous accompagner. C'est votre corps, c'est votre santé. D'ailleurs, une citation que me dit toujours mon père, il me dit: si tu penses que la santé coûte cher, attends de voir combien va te coûter la maladie. Donc écoutons toutes et tous mon père, et prenons soin de notre corps et investissons dans notre corps de la manière qui est la plus juste possible. Donc si vous avez des objectifs ou si vous avez des problématiques, entourez-vous
d'experts. Vous méritez d'être entouré d'experts. Vous méritez de mettre de l'argent de côté pour suivre une formation, si ça vous intéresse, de vous instruire dans tout ce qui est FODMAP, par exemple. Bref, toutes ces choses-là. Donc, à ce moment-là, j'ai fait ma petite détox et après ça, en fait, je me suis dit: «Mais en fait, si je repars dans une alimentation végétale, je vais pas m'en sortir, en fait, je vais retomber exactement dans là où j'étais». Et grâce à mon parcours dans le yoga, j'ai pris conscience d'à quel point, en fait, j'étais vachement connectée à mon corps et vachement connectée à mes sensations. Plutôt que d'écouter la voix à l'intérieur de moi qui me faisait culpabiliser de me dire: «Il faut pas que tu manges, des, protéines animales, il faut pas que, parce que ça sort de tes valeurs, ça sort de ton éthique». Heu, Ferme les yeux, connecte-toi à ton ventre, connecte-toi à ton intuition et demande-toi ce que ton corps a vraiment besoin. Et à ce moment-là, vraiment, et je me rappelle, j'étais à Bali à l'époque, la seule chose dont j'avais envie, c'était de manger du poisson. Et j'avais envie de manger du poisson et j'avais envie de manger des œufs. J'avais même pas envie de manger des légumes, j'avais pas envie de manger des fruits. D'ailleurs, je vais être hyper transparente, après 5 ans de non-végétalisme, les fruits, c'est encore un truc qui me repousse un petit peu. En fait, pour moi, c'est une bombe de sucre. J'arrive pas à en fait, gustativement et dans ma bouche, quand je mets un fruit dans ma bouche, je ne ressens que le sucre, ce qui signifie juste que mon corps est encore en phase de rééquilibrage. Donc des bananes, autant vous dire que des bananes, j'en ai pas mangé depuis des lustres. Je mange beaucoup de baies, par exemple, tout ce qui va être myrtille, fraises, et cetera, qui sont des fruits qui sont très riches en antioxydants et qui sont très pauvres en sucre et qui me font énormément de bien. Mais je vous le dis parce que je me suis instruite par après, en fait. C'est là que j'aime cette démarche-là. C'est qu'en fait, je suis naturellement allée intuitivement vers ces fruits-là et je me suis dit: «Tiens, je me sens vachement bien quand je mange ça et je me sens vachement mieux quand je mange pas ça. Tiens, pourquoi?» Et c'est comme ça, en fait, que j'aime aborder l'alimentation et c'est comme ça que l'aborde, l'Ayurveda et c'est comme ça, en fait, que j'ai envie de vous inviter à l'aborder, en vous apportant de la connaissance vis-à-vis de démarches qui, je trouve, sont vachement plus bienveillantes comme le yoga et l'Ayurveda et à partir de là, en fait, d'aller peut-être chercher du côté un petit peu plus, biologique, peut-être un petit peu plus, médicinal de la chose, pour mieux comprendre ce qui peut se passer dans votre corps quand vous, prenez telle ou telle décision. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est que du coup, ben, j'ai remangé des protéines animales et en fait, j'ai senti directement, l'impact sur mon corps physique et je me suis dit: «Ben, en fait, mon corps, à l'heure actuelle, il est plus capable, de vivre correctement avec une alimentation végétale» et là, je le dis de manière très courte, mais j'en ai pas du tout parlé à cette époque-là, mais pour moi, d'un point de vue mental et émotionnel, c'était très difficile quand on devient végane pour des raisons éthiques. Et moi, ça a été d'ailleurs la première raison pour laquelle je suis devenue végane, c'était l'environnement. J'ai toujours été très touchée par tout ce qui était environnement à une échelle hyper, globale et ensuite, par rapport aux animaux et par rapport, ensuite, au rapport qu'on peut avoir avec les animaux. Mais voilà, pour moi, ça a toujours été, quelque chose de très éthique et environnemental et ça a été très difficile pour moi de mettre de côté, l'alimentation végétale. Mais j'ai aussi compris que je pouvais contribuer et respecter ces valeurs-là dans mon quotidien, hors de mon tapis, d'autres manières. Et il est vrai que consommer d'une manière végétale nous permet de contribuer au bien-être de l'environnement, mais il n'y a pas que ça. Et je vous parlais un petit peu avant de tout ce qui était, produits industrialisés et c'est une réalité. Vous pouvez même regarder ça, ben, je vais pas citer des sources parce que j'en ai pas là comme ça, mais instruisez-vous, regardez sur internet et allez chercher des sources officielles. Mais c'est mieux en fait de consommer un œuf local que de consommer un produit industrialisé ou même un avocat ou une noix de coco qui vient de l'autre bout du monde si vous êtes en France. Mangez local. Si vous voulez manger des fruits tropicaux, allez dans un pays tropical, mangez des fruits tropicaux et ne mangez pas, j'ai envie de dire, je sais pas, des patates avec du pâté en croûte. Si vous êtes en France, mangez des patates avec du pâté en croûte et ne mangez pas des fruits tropicaux. En fait, j'ai presque envie de dire, ça fait sens. Et je sais, et moi-même ayant été végane, qu'il y a beaucoup de discours autour du fait que, ben non, c'est pas vraiment vrai. Et j'ai envie de dire, chacun va un petit peu défendre sa propre
son propre petit jardin, j'ai envie de dire. Et les véganes vont souvent, véganes qui voyagent beaucoup, vont vous dire que avoir une alimentation végétale, c'est plus important que de moins voyager et vice versa. Bref, moi, ce que je pense, c'est que on apporte tous toute notre contribution à la hauteur qu'on peut l'apporter, et que quand on a des valeurs et qu'on a envie de les respecter, on le fait à la hauteur de ce qu'on peut faire. Et le yoga nous enseigne l'union et la complémentarité. Donc si moi je suis pas végane mais que quelqu'un d'autre est végane et voyage moins par exemple et que moi je voyage plus, et ben est-ce que l'un dans l'autre on va pas tous se compléter? Encore une fois, voilà, n'apportez pas des sacs plastiques quand vous allez faire vos courses, ne prenez pas des sacs plastiques, refusez tout ce qui est emballage à usage unique. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là déjà qui sont des petits gestes du quotidien, déjà si vous les appliquez au quotidien, je pense que si tout le monde le fait, ça a déjà un impact énorme. Bref, je ne vais pas épiloguer sur le sujet, je ne vais pas aller trop loin dans ce sujet-là parce que je pense que sinon on peut aller très loin et l'épisode peut être très long. Mais pour revenir vraiment à tout ce qui va être alimentation et le fait de faire des choix conscients, et ça c'est la manière moi dont j'envisage les choses, c'est que je pense que, et je le pense d'un point de vue environnemental comme je le pense en termes d'impact sur mon corps. Je pense que mon corps préfère consommer un œuf local que de consommer un steak végétal qui a été surtransformé. Et ça, j'en ai vu clairement l'impact sur ma digestion, sur tout ce qui était ballonnement, ainsi que sur mon énergie. Et j'en parlais d'ailleurs il y a quelques jours avec une amie où on parlait justement de véganisme, de végétalisme, et je me rends compte que maintenant à 35 ans, les personnes avec qui je parle sont des personnes qui ont vécu un moment dans leur vie un régime végétalien, parce que ça reste un régime, et je fais une parenthèse là-dedans, un régime, c'est quelque chose qui va, à un moment donné, avoir un caractère restrictif, parce qu'un régime, c'est quelque chose qui va enlever. C'est pas un mal, encore une fois, mais ça veut aussi dire que c'est quelque chose qui ne peut pas nécessairement s'inscrire, on va dire, d'un point de vue santé, sur le laps de temps entier d'une vie, parce que quand on enlève quelque chose, certes, ça va permettre peut-être pendant un moment de rééquilibrer, et ça, je vais en parler un petit peu sur ce qui va être de l'Ayurveda. Ça va permettre de rééquilibrer, mais une fois que le système est rééquilibré, normalement, naturellement, on devrait petit à petit pouvoir réintégrer ces aliments-là pour retrouver une alimentation, on va dire, un petit peu plus classique. Et c'est ça justement que nous enseigne l'Ayurveda. Donc quand je suis finalement dans une phase de végétalisme, je viens enlever, je viens restreindre mon corps de beaucoup de nutriments et de beaucoup de choses qu'il va forcément manquer. Oui, on trouve un certain grammage de protéines dans des protéines végétales. Dans les légumes, il y a des protéines, dans le soja, il y a des protéines, dans les légumineuses, il y a des protéines. Et on peut avoir la même quantité de protéines au travers d'une alimentation végétale comme on peut avoir la même quantité de protéines dans une alimentation non végétale. Cependant, on va pas trouver le même type de protéines, donc des protéines différentes qui vont nous apporter des choses qui vont être différentes, au même titre que ça va être le cas du fer, par exemple. On ne trouve pas le même type de fer dans une protéine animale qu'on va le trouver dans une protéine végétale. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper aussi intéressantes à comprendre quand on essaie de comprendre l'impact de l'alimentation sur son propre corps, comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on ne peut pas savoir ce que l'on manque quand on n'a pas vécu les deux côtés de la pièce. C'est-à-dire que c'est quand j'ai arrêté d'être complètement végane que je me suis rendu compte que mon assiette manquait beaucoup de choses et que je n'étais pas au top de mon énergie quand je manquais de protéines animales. Et encore une fois, et je mets des gros disclaimers parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont véganes et je ne veux absolument pas heurter qui que ce soit. Je ne pense pas, et j'y viens là juste après pour vous parler d'Ayurveda, je ne pense pas que l'alimentation végétale soit une mauvaise alimentation. Je ne pense pas que l'alimentation non végétale soit une mauvaise alimentation. Je ne pense pas qu'il y en ait une qui soit meilleure que l'autre. Donc ce que j'ai adoré vraiment moi avec l'Ayurveda et ce qui m'a vraiment aidé à trouver une relation saine avec mes choix, avec mon corps, avec mon alimentation, mais aussi avec le fait de respecter les choix et l'alimentation des autres, parce que je vais être très honnête et transparente quand j'étais végane, et parfois je trouve que c'est un petit peu ce qui est dommage dans, on va dire, dans les personnes qui sont un petit peu plus activistes dans ce côté-là, c'est qu'il y a un côté qui est très tourné dans le fait de pointer du doigt et qui est très dans le jugement.
bouh, tu manges des protéines animales, bouh, tu n'es pas yogi, bouh, tu fais les choses mal. Et ben, je trouve que pour le coup, c'était une attitude qui n'est pas du tout yogi. Et donc, moi, personnellement, je préfère manger des protéines animales ou manger des produits animaux et te dire, à toi qui est végane ou qui n'est pas végane, très bien. En fait, moi, tout ce que je veux, c'est que tu te sentes bien. Tout ce que je veux, c'est que tu te sentes à l'aise avec la manière dont tu consommes au quotidien, mais surtout que dans cet équilibre, tu sois en paix avec toi-même, que tu sois en paix avec ton corps, que tu sois en paix avec ton alimentation et que tes choix ne sois pas dirigé par tes traumatismes, par quelque chose de malsain, de restrictif, par peut-être un trouble du comportement alimentaire, parce que c'est aussi beaucoup derrière le végétalisme qu'on peut cacher un trouble du comportement alimentaire. Et je pense que avoir cette conversation honnête avec soi-même, c'est aussi quelque chose qui peut nous aider à guérir à différents niveaux. Là encore, c'est pas le sujet, les troubles du comportement alimentaire, mais ça rentre aussi quand même dans ce sujet-là, en fonction des choix qu'on fait. Et l'autre chose que m'a enseigné l'Ayurveda, c'est que c'est vraiment c'est là que j'adore, l'Ayurveda et cette démarche-là, c'est qu'en fait l'Ayurveda ne va pas te parler, en calories, elle ne va pas te parler en objectifs physiques, elle ne va pas te parler en macronutriments, elle va te parler en texture. Et ça, c'est quelque chose que j'adore et que je me rends compte, que j'ai réussi maintenant à intégrer de manière hyper organique et naturelle dans mes choix alimentaires. L'Ayurveda, en fait, elle va t'enseigner à te reconnecter à la texture des aliments pour savoir ce qui est bon pour toi. J'avais enregistré il y a très, très, très longtemps, au tout début de cet ép du podcast Off the Mat, un épisode sur l'Ayurveda qui est toujours d'actualité parce que c'est un épisode qui est hyper, théorique dans lequel je vous explique vraiment ce qu'est l'Ayurveda et comment fonctionne l'Ayurveda. Donc vous pouvez revenir, pour référence à cet épisode. Mais de manière hyper, globale et générale, l'Ayurveda, en fait, va diviser la population en 3 grandes constitutions qui sont Vata, Pitta et Kapha. Vous avez des tests en ligne, vous pouvez répondre à quelques questions. Moi, j'aime beaucoup le questionnaire de Sahara Rose, alors qui est un petit peu plus réseaux sociaux, mais c'est une indienne et elle a un livre sur l'Ayurveda. Elle a aussi des recettes sur l'Ayurveda. Bref, moi, j'aime beaucoup parce qu'elle a rendu un peu tendance l'Ayurveda et elle a des recettes qui sont hyper sexy, comme j'aime appeler ça. Donc, je trouve que ça rend les choses un petit peu plus attractives pour celles qui ont un peu plus de mal à se plonger là-dedans et qui aiment le côté, comme moi, hein, le côté un peu wellness et sexy et girly de la chose. Mais bref, vous avez ces 3 constitutions qui vous permettent déjà de savoir quelle est votre vikriti et votre prakriti. Donc savoir un petit peu quelle est votre constitution à l'heure actuelle et la constitution de naissance. Parce que c'est intéressant de comprendre, et j'en parle aussi quand je parle de yoga, que la vie, en fait, elle est faite de déséquilibres à tous les niveaux. Et quand on parle d'Ayurveda et qu'on se concentre un petit peu plus sur l'aspect alimentaire, notre alimentation et notre équilibre alimentaire ou notre équilibre digestif, il va être jalonné d'équilibre, de déséquilibre, etc., etc. Notre objectif, c'est de toujours revenir à cet état d'équilibre et de revenir toujours à notre constitution naturelle. On est avec une constitution de base dominante. Moi, je suis de base Vata. Et au cours de notre vie, peut-être qu'on va avoir une autre dominante qui va être un peu plus un caractère déséquilibré de notre constitution. Peut-être qu'à un moment, tu vas manger trop gras, trop frit, tu vas manger trop de viande. Et quand je dis trop, c'est que tu vas être vraiment dans la surenchère et que ça va être 99% de ton alimentation. Et là, tu vas avoir un petit peu plus un déséquilibre du côté kapha de la chose. Tu vas manger vachement plus épicé ou tu vas partir en voyage et tu vas manger que des épices, tu vas avoir mal au ventre. Là, ça va être ton pitta. Et si par exemple tu vas manger beaucoup de fibres, être dans une alimentation pour le coup qui est très végétale, beaucoup de légumineuses, tu vas sentir que tu as beaucoup d'air dans ton ventre, ben là tu vas avoir un gros déséquilibre dans ton vata. Moi je suis de constitution dominante vata, donc je suis très souvent en déséquilibre dans mon vata aussi, parce que j'ai tendance justement à être beaucoup dans les airs. Mais allez faire le test parce que c'est rien que je vous parle en particulier de moi. C'est très intéressant de faire le test et de déterminer quelle est ta constitution, de déterminer ce qui va engendrer des déséquilibres. Et ben moi, clairement, ce qui engendre des déséquilibres, c'est une alimentation végétale. C'est tout ce qui va, c'est tous ces aliments en fait qui vont avoir beaucoup d'air. Donc par exemple les crackers, par exemple les légumineuses, par exemple les fibres,
par exemple les sucres, etc. Et donc à l'inverse, pour venir rééquilibrer mon vata qui est souvent en déséquilibre, je vais avoir besoin d'aller manger des aliments qui sont plutôt dans la catégorie qui vont être kapha. Et en Ayurveda, la seule constitution que l'Ayurveda à laquelle l'Ayurveda conseille de manger de la viande, c'est les Vata. Pourquoi? Parce que la viande, c'est quelque chose qui va avoir une texture très ancrante, très lourde, très chaude aussi. Donc le Vata qui va être quelqu'un de très aérien, de très, ouais, quelque chose de très volatile, de très aérien, ça va être la texture du Vata, des aliments qui sont Vata, et ben, on va encourager à aller manger du gras, à aller manger des graines. Donc quand je parle de gras, c'est pas aller manger, forcément un McDo, c'est très bien, on mange un McDo si tu as envie de manger un McDo de temps en temps, mais à savoir que dans, le pain du McDo, il va y avoir beaucoup de sucre. La viande, c'est pas vraiment de la viande. Bref, je rentre pas là-dedans, mais c'est très intéressant de comprendre, comment sont faits les aliments pour ensuite, bien comprendre comment faire des choix. Donc finalement, si tu as un grand déséquilibre en Vata, que tu as tendance à aller trop aux toilettes par exemple, d'avoir énormément de ballonnements, d'avoir toujours mal au ventre et cetera, eh bien va manger des aliments qui sont Kapha. De la viande, des bonnes graisses, donc ajouter de l'huile dans ton alimentation. Ça peut être de l'avocat aussi, tout ce qui va être des graines. Masser ton corps aussi avec de l'huile de sésame, ça c'est quelque chose qui est très, recommandé pour les Vata. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Tout ce qui va être des protéines animales est très conseillé pour les Vata et en particulier pour les rééquilibrer. Il n'empêche, et c'est là que j'utilise le terme rééquilibrer, je vais me concentrer sur des bouillons, sur des patates douces, sur, des soupes, sur des choses qui sont déjà broyées, on va dire, qui sont facilement digérables. Hem, des dalles aussi avec les bons épices qui vont m'aider à digérer. Dans ces moments-là où je vais sentir que je suis en déséquilibre. Dans ces moments-là où je vais sentir que je vais trop aux toilettes ou que je vais pas assez aux toilettes. Parce que c'est des aliments qui vont m'aider à retrouver, à restaurer, on va dire, ma flore intestinale et à retrouver un meilleur équilibre digestif. Une fois que j'ai retrouvé mon équilibre digestif, eh ben, si j'ai envie d'aller manger un smoothie bowl, je vais aller manger un smoothie bowl. Si j'ai envie d'aller manger 3 bananes, je vais aller manger 3 bananes. Si j'ai envie d'aller manger des crackers, je vais manger des crackers. Et c'est comme ça, en fait, qu'on construit une alimentation qui va être certes jaugée de déséquilibre, mais qui va en permanence revenir à un état d'équilibre parce qu'on a la connaissance et on sait ce qui fonctionne pour soi. Et c'est là qu'on arrive à trouver une alimentation qui est non restrictive. Moi, je sais très bien que si je vais manger des crackers avec un petit peu d'ail dedans et des épices, je sais que potentiellement je vais avoir mal au ventre. Pourtant, hier, j'ai mangé des crackers avec des épices. Aujourd'hui, j'ai pas mal au ventre. Je sais que si je le fais pendant 2 ou 3 jours, au bout d'un moment, je vais avoir mal au ventre. Et c'est comme ça, en fait, que j'apprends à me dire: «Ben, OK, aujourd'hui, je vais me faire plaisir, je vais manger, du granola, bourré de sucre, mais demain, j'en mangerai pas et j'irai manger peut-être, une soupe de patates douces avec de la viande parce que je sais que ça va venir apaiser mes troubles digestifs». Si on essaye en permanence de fuir nos troubles digestifs, en tout cas moi en tant qu'hypersensible et personne qui a, le côlon irritable, mais je peux vous dire qu'en fait, mon alimentation, elle va être boring, mais à souhait et je ne veux pas ça. Ce que je veux, c'est comprendre ce qui me fait du bien, se comprendre ce qui me fait pas forcément du bien et trouver un juste équilibre pour que quand j'ai envie de sortir avec mes copines et que j'ai envie, de manger, je sais pas, des frites avec, heu, je sais pas, si j'ai envie de manger, du houmous par exemple, quelque chose qui va des falafels, je ne sais pas, enfin des choses que j'aime gustativement, mais qui je sais sont très difficiles à digérer et ben, en fait, je vais juste faire des choix un petit peu plus conscients et je vais me dire: «OK, bon, bah, là, je sais que je vais me faire plaisir, je sais que demain, je vais peut-être avoir un petit peu mal au ventre, mais je le sais et je suis OK avec ça parce que je trouve un rapport qui est beaucoup plus sain avec l'alimentation». Je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent des pré et des probiotiques, notamment j'avais une marque avec laquelle je travaillais, mais je crois qu'elle n'existe plus. En tout cas, si elle existe encore, je vais citer le nom parce que c'est une super marque qui s'appelle Ginette et Josiane. Ils proposent alors je sais plus le nom, j'essaierai de vous remettre ça en description, si je le retrouve, vous avez des probiotiques qui fonctionnent. Vous le prenez juste avant votre repas parce que vous savez, par exemple, que, je sais pas, vous allez manger, des falafels avec du houmous et vous savez que clairement, au bout d'une heure, ça va pas le faire. Vous êtes vraiment dans un inconfort. Je parle vraiment dans un inconfort qui va être vraiment douloureux. À ce moment-là, ce type de petits probiotiques vont vous aider vraiment à soulager ces troubles-là et à vous sentir bien aussi, en société parce que, ben,
Ouais, pareil, je vais pas re-rentrer dans ce sujet-là parce que l'épisode peut être très long, mais quand on a le SII ou quand on a des problèmes avec tout ce qui est alimentation riche en FODMAP, on peut vite tomber dans plus que l'inconfort. On peut être vraiment dans la douleur et ensuite socialement, ça peut être aussi difficile et on s'isole assez facilement. Donc voilà, tout est une question de choix et de compromis qu'on souhaite faire. Moi, je sais que je suis pas du tout dans la restriction quand je mange pas des gâteaux parce que je suis pas une grande fan de gâteaux, je suis plutôt un bec salé. Par contre, si tu me prives de mon café, là, ça va être plus compliqué, vous le savez. Le café n'est pas du tout bon pour un Vata, par exemple. Pour autant, je bois 1 à 2 cafés par jour et je continuerai de le faire parce que c'est ma joie et c'est mon plaisir. Tout ça pour vous expliquer en cette fin d'épisode que les 2 choses qui sont importantes dans votre alimentation, c'est c'est trouver l'équilibre qui vous convient à vous et vous l'aurez compris, j'espère, à la fin de cet épisode que mon équilibre n'est pas votre équilibre, que je pense l'objectif le plus sain à poursuivre, c'est celui de votre digestion. Parce que finalement, quand vous avez une bonne digestion, et c'est cet objectif-là que poursuit l'Ayurveda, c'est d'avoir une bonne digestion. Donc quand votre digestion est bonne, tout le reste est bon. Votre mental est bon, votre système émotionnel est bon, votre système physique fonctionne bien également. Quand votre digestion est là, tout est bien. C'est ce qu'explique l'Ayurveda. Et moi, personnellement, c'est la chose en laquelle je crois le plus. Une fois que votre alimentation est juste, votre digestion sera la plus optimale. Et vous verrez que une fois que votre digestion sera la plus optimale, c'est aussi là, en fait, que vous aurez une démarche no brain avec votre alimentation. En fait, vous ne poserez même plus ces questions-là de savoir ce que vous devez ou pas manger, de ce que vous pouvez ou pas manger. En fait, vous allez intuitivement faire des choix qui seront bons pour vous. La seule chose que je peux vous encourager, c'est de faire des choix qui soient conscients et qui soient alignés avec ce dont vous avez envie de manger. Après, voilà, je veux dire, on a tous des phases de vie, on a tous des saisons de vie et chacune des saisons de vie par laquelle on va passer va nous apprendre et va nous enseigner quelque chose. Je ne regrette pas mes années de végétalisme, au contraire, elles m'ont permis de savoir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas dans mon alimentation et de revenir à l'heure actuelle à une alimentation qui est beaucoup plus saine et aussi une relation qui est beaucoup plus saine avec mon corps et avec mon alimentation. Voilà pour cet épisode qui, j'espère, vous aura inspiré et j'espère qu'il aura été bienveillant et qu'il aura vraiment apporté des clés de compréhension et d'inspiration aussi pour vous permettre de développer un rapport avec votre corps et avec votre alimentation qui soit sain et qui soit en adéquation avec vos besoins. N'hésitez pas à partager votre parcours, à partager vos retours en dessous de cet épisode. Et s'il y a d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on discute ensemble pour un prochain épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci en tout cas du fond du cœur de m'avoir écouté avec bienveillance et avec amour. J'ai hâte de vous lire et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode sur Off the Mat.